Parfait. Voilà, donc comme j'ai dit aujourd'hui, nous allons continuer avec Kubernetes. Donc, avant de commencer, est-ce que Ismaël avait eu des problèmes avec les labs précédents ou avec les cours? Ah oui, bonsoir. GK Edison. Mhm. Ah, tu n'as pas pu le voir. Ok, d'accord. Je viens juste d'envoyer j'ai déjà envoyé les liens sur le groupe WhatsApp. Voilà, donc tu peux juste cliquer sur le lien, ça va te rediriger ici, d'accord? Ok, super. À part ça, d'autres problèmes? Mhm. Si tu appuies sur déco, mhm. Ah oui, c'est beaucoup, hein, tu peux pas tout suivre, mais il faut suivre le maximum. D'accord, super. Donc, sans plus tarder, peut-être avant de commencer avec les labs, précédemment, on avait parlé des containers. Donc, on a dit que les containers, c'est déjà une façon d'écrire les codes et de packager les codes ou déjà euh, arranger les codes et toutes les ressources avec lesquelles le code aura besoin pour fonctionner ensemble dans un seul paquet ou dans un seul module de ressources et pouvoir les déployer ou les porter dans n'importe quel autre environnement. Donc, c'était ça, ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, on a essayé de créer des containers. Ensuite, on a manipulé un peu les containers, on a déployé les containers. Ensuite, on a testé une application à travers ça. Et en même temps, on a aussi publié notre container sur les Google Cloud Artifact Registry, euh, les, qui est un peu le Docker Hub de Google Cloud. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est Kubernetes. Donc, je ne vais pas m'attendre à ce que vous connaissez beaucoup de ça, mais voilà, si vous connaissiez déjà, peut-être vous pouvez euh, dire un peu là-dessus si c'est le cas. Sinon, je vais juste continuer directement. Ismaël, est-ce que vous avez une fois entendu parler de Kubernetes? Ok, ok, d'accord, super. Je sais pas, notre master est là. Traoré, si toi tu veux dire quelque chose sur Kubernetes avant qu'on continue. Kubernetes, si tu veux dire quelque chose là-dessus. Sinon, Bonsoir. attends. Ah, ok, non, Ok, bonsoir. laisse continuer. Ismaël, ça va, mais j'espère que tu vas bien. Donc, comme ça va se dérouler, la fois dernière, on a eu à parler sur un peu sur Docker. Voilà, sur tout ce qui est containerisation et tout, comment on a pu créer une application, ensuite dockeriser ça pour faciliter le déploiement. Donc aujourd'hui, on va parler de Kubernetes. Donc Kubernetes aussi, c'est pas trop loin de Docker, hein. C'est aussi une plateforme tout comme Docker, mais c'est une plateforme open source d'orchestration, cette fois-ci des containers. Donc son rôle, ça permet d'orchestrer les containers, voilà, pour faciliter ou bien pour automatiser le déploiement ou encore la mise en échelle.
le scaling, la mise en échelle et la gestion de nos applications qu'on a déjà containerisées. Donc c'est juste une plateforme qui va juste nous permettre d'orchestrer des conteneurs automatisant leur déploiement et leur mise en échelle. C'est un peu ça de Kubernetes, selon moi. Ok. Oui, oui. Mhm. Voilà, revenons à Kubernetes. Donc, ce que Traoré avait dit, c'était basiquement ça. Kubernetes, c'est une plateforme open source d'orchestration des containers. C'est un mot très simple. Sinon, c'est plus compliqué que ça. Donc, c'est un outil d'automatisation, de gestion et de management, de scaling des containers. Donc, quand on dit automatisation, c'est-à-dire avec Docker, on a vu, on pouvait créer un container avec Docker. Donc, considérer Docker comme genre un outil de création ou de développement des containers et Kubernetes comme un outil de gestion. Cette fois-ci, c'est la gestion des containers à grande échelle. Quand on dit à grande échelle, c'est-à-dire on parle des milliers, des millions de containers. Avec Docker, Docker crée des containers et Docker aussi peut gérer quelques dizaines ou quelques vingtaines de containers, mais à partir des centaines de containers, ça devient ultra compliqué. Donc, Kubernetes est l'outil open source qui est développé par Google, je pense rendu public en 2014. C'est issu d'un projet de Google, d'un outil interne de Google qui s'appelle Borg. Donc, c'est sur ça que la plupart des infrastructures Google ou les services Google marchent. Par exemple, le Google Search qu'on a ici, les moteurs de recherche ici, roulent sur, on peut dire, Kubernetes ou Borg. C'est-à-dire, à chaque fois on fait des recherches, des millions ou des milliards de personnes sont en train d'utiliser les mêmes services ensemble. En tant que développeur, on doit se demander comment se fait que Google peut maintenir tout ça et sans interruption avec ultra performance aussi. Donc, c'est des outils comme Kubernetes qu'ils utilisent pour gérer toutes ces requêtes ou tous ces clients ou rendre accessible tous ces services. Je pense que par exemple pour Google Search, ça prend aux environs des millions, sinon des milliards de containers, c'est-à-dire des milliards des réplicas des millions de réplicas de même application pour pouvoir répondre aux services des clients. Donc, pour gérer tous ces millions de services, tous ces millions genre de containers qui contiennent la même application ou différentes versions de Google Search, ils utilisent des plateformes ou des outils comme Kubernetes pour gérer tout ça. Voilà, donc à la base, c'est ça Kubernetes, outil d'orchestration et de management des containers à grande échelle. Voilà. Donc c'est pas, nous sommes ici pour apprendre, mais c'est pas pour genre un développeur local ou pour une petite entreprise. Kubernetes, c'est pour les entreprises qui ont des ressources, qui ont des services très demandés, ou les grandes entreprises du genre de Google, Microsoft, Meta, ou bref, si tu es une nouvelle startup et que ton application commence à acquérir plus de clients, c'est-à-dire des centaines de milliers ou des millions de clients, et tes ressources ou ton application ne parvient pas à répondre aux besoins des clients, donc tu appliques des outils comme Kubernetes pour rendre la delivery de ton service ou de ton application aux utilisateurs plus facile, plus flexible et plus efficace à travers cet outil. Donc, s'il y a des questions, je vais prendre les questions, sinon je continue directement. Donc ça, c'est un peu l'architecture de Kubernetes. J'ai pris ces screenshots dans une vidéo sur une chaîne YouTube du nom de Byte Go. Donc, c'est une chaîne YouTube très bonne. Il donne des contenus descriptifs sur l'architecture, sur les systèmes design, sur la conception des systèmes logiciels ou tout système numérique, mais basiquement les systèmes logiciels. Donc, bref, revenons à l'architecture de Kubernetes. Donc, Kubernetes, comme on a dit, c'est un outil
Kubernetes est constitué de deux grands constituants. Donc, la première, on appelle ça, let me try to do something if possible here. Is it possible? Donc, le premier constituant, c'est cette partie-là en haut. On appelle control plane. Donc, les control plane, c'est, comme on a dit, orchestrateur ou outil d'orchestration. Donc, orchestrer, ça veut dire gérer en fait un grand groupe, je sais pas, des personnes ou d'outils ou des systèmes qui doivent faire qui doivent collaborer ensemble ou qui doivent gérer genre, un même service. Donc, par exemple, l'orchestra ou l'orchestre qu'on connaît un peu en musique, surtout par exemple la musique des soldats quand ils font les défilés, tu vas voir un monsieur, il est au milieu, il est en train de donner des ordres avec, je sais pas, une canne à la main. Donc, il fait des gestes avec ses mains et les musiciens ou ceux qui sont en train de taper les tambours ou qui sont en train de siffler, je sais pas, les fanfarons et autres là, vont suivre ces mouvements pour créer un son coordonné ou une musique coordonnée. Donc, lui, ce monsieur-là, c'est un peu, on peut dire, les commandants ou comment dire, les capitaines de l'orchestre. On appelle l'orchestrateur. Donc, ici, en Kubernetes, les sous-systèmes qui font ça, c'est les control plane. Donc, les control plane, à la base, lui, tout son travail, c'est de gérer les ressources. Maintenant, la deuxième partie, on appelle ça les worker nodes ou worker machines. Donc, à la base, ce sont les différents containers qui sont là à offrir les services en question. Donc, parlons du control plane. Donc, le control plane aussi est constitué de 4 sous-systèmes. La première, c'est le controller manager. Donc, le travail du controller manager, c'est de déployer les nouveaux containers dans les worker machines et rassurer leur état. C'est-à-dire, est-ce que la machine, c'est-à-dire le conteneur en question, est-ce qu'il est opérationnel ou non? S'il n'est pas opérationnel, lui, tout son travail, c'est de continuer à vérifier, par exemple, sur 1 million de conteneurs. Par exemple, on a pris l'exemple de Google, par exemple. 1 million de conteneurs, c'est sûr qu'il va arriver un moment, certains conteneurs ne seront pas accessibles. Donc, le travail du contrôleur manager, c'est de se rassurer qu'il y a des conteneurs qui sont en train de marcher comme il faut. Sinon, il va ajuster leur état. Donc, les schedulers, lui, tout son travail maintenant, c'est... Dans les schedulers, il y a, comment dire, on peut dire les blueprints ou les cahiers de charge des conteneurs et leurs réplicas. Donc, s'il y a un conteneur manquant, donc lui va automatiquement déclencher un update ou remplacer un conteneur existant. Donc, les etcd, c'est un peu genre la base de données intégrée pour suivre l'état ou les informations relatives à chaque conteneur et toutes les données nécessaires. Donc, c'est une base de données key value pairs. I don't know how to say that in French, but anyway. Donc, les API serveurs là, ça c'est juste, on peut dire l'interface entre le control plane et les worker nodes, c'est-à-dire les autres machines, les containers. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout ce que le control plane fait, c'est commande à travers les API serveurs. Voilà. Donc maintenant, quand on vient aux worker nodes ou les machines, si vous voulez, les machines travaillant, c'est un peu l'architecture master-slave, ok? Ici, on a les masters, ok? Master. Et ici, on a les slaves, voilà. Donc, les slaves, c'est genre les machines ou les conteneurs qui contiennent la logique de l'application en question. Donc, là-bas, dans les worker nodes ou dans la partie worker machine, on a les pods. Ok, nous avons les nodes et les pods. Donc, node, c'est un peu l'élément physique ou l'unité physique. Un node en Kubernetes, c'est à peu près une machine ou une machine virtuelle, si on peut le dire comme ça, d'accord? Donc, c'est genre la représentation physique d'une machine dans Kubernetes. Maintenant, dans les nodes, il y a d'autres unités qu'on appelle les pods. Donc, les pods sont les éléments unitaires de Kubernetes. Donc, ce sont eux qui vont contenir les différents containers. OK? Donc, un pod peut contenir soit
un conteneur ou plusieurs conteneurs, deux ou trois généralement. Voilà. Donc, c'est dans ces différents pods-là que les conteneurs seront déployés. Donc, et s'il y a le besoin, par exemple, qu'un conteneur est en train d'offrir un service et qu'on veut, genre, les clients demandent beaucoup trop sur ces services, par exemple, les moments de demande piquent sur les services en question. Donc, les, les contrôles managers ou la partie control plane va automatiquement déclencher les scaling, c'est-à-dire en fait, va faire en sorte que les ressources puissent répondre à la demande. C'est-à-dire, si on a juste notre service, disons, on a fait une boutique en ligne, donc on vend un produit, disons qu'il y a un supermarché ou bien un vendeur populaire est en train de vendre ses services sur notre plateforme en ligne. Vous allez voir que la demande pour ces nouveaux clients-là va faire grandir en fait la charge sur nos ressources, c'est-à-dire sur nos serveurs. Donc forcément, il va falloir qu'on interagisse pour pouvoir répondre à la demande. Donc avec Kubernetes, ici, la logique automatiquement, à partir de la demande et à partir de ce que nous avons défini dans notre fichier config, on appelle fichier YAML ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais bref, notre fichier config, donc il va, à partir de la demande croissante, il va ajuster la capacité de nos ressources. Donc la façon dont il fait ça automatiquement, ça trouve qu'on a déjà mis la logique de notre code dans des différents containers et lui va automatiquement faire appel à l'image de ces containers-là et les déployer comme il faut, tout comme on a décrit. Donc, il y a d'autres petites unités. Donc, le kubelet, c'est à peu près, on peut dire, j'ai une sorte des jumeaux ou bien des copies du control plane qui va, à travers le kubelet, va interagir avec les pods. Maintenant, les conteneurs en termes, c'est un peu comme Docker, genre, on a un peu les backends aussi du conteneur, quoi. Donc, le kube aussi gère tout ce qui est interconnexion avec les différents pods. Parce que dans une node, on peut avoir plusieurs pods. Donc, si les pods doivent intercommuniquer, donc on a le kube aussi gère tout ce qui est les réseautages ou le networking entre les conteneurs. Donc, Kubernetes, c'est un peu ça, Kubernetes. C'est pas un truc très, très simple. C'est pas pour débutants. Il y a beaucoup de développeurs qui connaissent pas. Peut-être même certains vont faire tout leur parcours sans même pouvoir les toucher. Donc, voilà. Mais quand même, c'est important d'apprendre. Et pour des gens aussi qui veulent aller travailler dans des grandes boîtes ou qui veulent développer des applications à des millions d'utilisateurs, donc comprendre que Kubernetes est ultra important. Et surtout aussi de nos jours avec les IA, les chats GPT tout le temps, par exemple le lancement des GPT ou par exemple un nouveau service sur Gemini ou n'importe quoi. Vous allez voir, ils vont dire, nous avons eu une croissance des millions d'utilisateurs par jour ou par semaine. Donc, pour qu'ils puissent répondre à toutes ces demandes-là, leur équipe technique ou leur équipe d'ingénierie utilise des outils comme Kubernetes pour répondre à ces demandes croissantes. Donc, si, par exemple, vous prévoyez de développer des solutions comme ça, qui vont demander des gros trafics de la part des utilisateurs ou vous envisagez de travailler dans des grosses boîtes. Donc, c'est un outil important. Par exemple, parlons d'expérience personnelle. Moi, par exemple, là où je travaille actuellement, je travaille dans un projet Big Data d'ailleurs. Donc, on est en train de déployer. Nous avons une plateforme de Big Data qui gère le business des opérateurs téléphonie mobile, voilà, télécom, disons. Donc là-bas, ces outils Big Data, forcément, on utilise Kubernetes pour répondre aux données croissantes des opérateurs ou du business. Donc, par exemple, moi, tous les jours, je fais pas les configs, mais je fais le monitoring et des fois, je gère certains composants de Kubernetes. Donc, c'est pas évident de voir partout. Voilà, mais dans les grosses boîtes ou dans des projets qui demandent des ressources conséquentes, Kubernetes est toujours utilisé. Et c'est aussi le backbone, je peux dire l'élément vraiment de base des clouds de nos jours. Par exemple, le fait qu'on peut, étant ici, on peut juste, à travers une seule commande, créer une machine virtuelle sur Google Cloud. Tout ça, ça se fait à travers des outils ultra compliqués comme Kubernetes. Donc ça, c'était un peu déjà une introduction
très simple, ou je ne sais pas si c'était trop compliqué. Voilà, mais bref. Ismaël, si tu es là, si tu as des questions, sinon on va juste continuer. Ok, pas de questions? Ok, ok, super. Donc, par exemple, toutes ces notions-là, on ne va pas forcément les voir tout de suite, mais bon, voilà. Comme je l'ai dit, c'est des concepts un peu avancés, mais nous allons voir l'aspect simplifié. On va juste créer un cluster. Donc, les clusters MP, c'est comme genre un groupe où nous allons mettre des nodes. Donc, c'est dans ces nodes-là que nous avons les pods et dans chaque pod, nous avons nos containers. Voilà. Un tout petit un peu comme Docker. Donc, je vais retourner un peu dans les labs directement. Donc, on va juste faire ce lab-là. Si nous avons le temps, on va faire ce deuxième. Ce deuxième-là est très cool. D'ailleurs, parce qu'on va commencer à d'abord créer notre application, ensuite containeriser l'application ou dockeriser l'application. On va les tester. Après ça, on va maintenant déployer l'application sur un cluster et on va les gérer à travers Kubernetes. Donc, ça, ces cas genre, englobe tout l'aspect que nous avons déjà vu. Voilà, mais bon, celui-là va juste montrer Kubernetes en quelques essais ou en quelques exemples très faciles. Donc, je vais continuer. Ok, je suis au Mali. Voilà, donc on va voir les détails du lab. Voilà, donc après avoir se connecté, on va. Donc, l'objectif du lab, avant d'aller très loin, l'objectif du lab, c'est qu'on va juste créer un cluster Kubernetes. Ensuite, on va déployer un serveur Nginx là-dessus et on va essayer de scaler notre classe, genre les nombres de ressources de notre cluster. C'est-à-dire, on va commencer avec avec des nodes, c'est-à-dire avec une machine physique. Ensuite, on va ajouter une autre machine facilement. Et donc, nous allons voir comment ce mécanisme se fait. On appelle ça les scaling. Ok. Auto-scaling, c'est quand on peut faire ça automatiquement. C'est-à-dire, on met la logique dans des fichiers config et si les conditions sont rencontrées, automatiquement, Kubernetes va déclencher le scaling. Mais ici, on va faire le scaling un peu en mode manuel. Mais ça ne va pas être très compliqué. Donc, on doit activer les API nécessaires. Bon, je pense que ces API-là sont déjà activées. Il s'agit de Kubernetes Engine APIs et Container Registry APIs. Ok, rapidement, on va juste ouvrir le terminal sur le Cloud Shell. Continue, right? Authorize. Ok, donc on va suivre la logique. Ici, export my zone, on va juste créer une variable environnementale où on va spécifier la zone qu'on va utiliser pour, bref, les data centers on va utiliser pour déployer notre cluster là-bas. US1, US East 1, this one is West 1. Ok, US West 1, C. US West 1, quelque part, je sais pas, Arizona, probablement. Ok. Ensuite, cette commande va nous permettre de créer les classeurs automatiquement. Ok. Il y a différentes façons de créer les classeurs. On peut juste venir dans Kubernetes Engine, ici dans Kubernetes Engine.
Donc, on peut créer de façon graphique en suivant les étapes. Voilà, ici, on peut venir ici et faire cliquant sur cluster. Donc ici, on peut juste créer un cluster ici. Voilà, mais comme on aime la ligne de commande, on va partir avec la ligne de commande ici. Donc les commandes sont là. Gcloud. Gcloud, c'est comme je l'ai dit, c'est la commande qui permet d'interagir avec les ressources sur Google Cloud. Donc Gcloud Container Cluster. Donc les Container Cluster va nous permettre d'orienter la commande vers Kubernetes et la commande create va juste permettre de créer les containers, disons les clusters web front-end. Donc on définit et spécifie la zone où est-ce qu'on veut créer notre cluster. Donc on avait déclaré une variable environnementale qui contient l'information de la zone, on va juste l'appeler. Ensuite, combien de nodes nous voulons avoir dans notre cluster, ok? Donc les clusters, c'est un peu comme je l'ai dit, c'est un peu comme les nids d'abeilles, genre un regroupement d'éléments unitaires qui sont genre interconnectés et qui interagissent ensemble. Donc ici, le nombre d'éléments là, ça correspond au nombre de machines physiques que nous aurons dans notre conteneur. Ici, quand j'ai dit machine physique, Kubernetes aussi fait appel à Compute Engine de Google Cloud qui est le service de gestion des machines virtuelles. Donc, il exploite les machines virtuelles pour nous donner accès aux conteneurs. Voilà. Donc, les nombres ici, on va faire un classeur avec des machines. Donc, on peut spécifier ça comme nous voulons. Ici, il me demande, maybe you mean Gcloud Container Cluster. Est-ce que mon truc là avait un souci? Ça, c'est create. Ah oui, mon cluster n'est pas bien écrit. Ok. Cluster, create, yes, cluster doit avoir S, c'était juste pas bien écrit. Ok. Donc, c'est commencé. Donc, la création va prendre un peu de temps. Hein. Ça peut aller des fois jusqu'à 5 minutes parce que il est en train de créer tout un environnement dans lequel il va initialiser, ensuite les rendre prêts pour qu'on puisse déployer les différentes nodes ou les différentes machines. Donc là-bas, on peut déployer autant de machines que nous voulons, rien qu'à travers déjà une simple modification de la commande. Donc ça va prendre relativement un peu de temps. Donc, avant que ça finisse, je vais parler juste des différentes étapes qui vont suivre. Donc, après, une fois qu'on finit la création du cluster, c'est là des tâches à faire. Donc, la première, c'est de créer un cluster. La deuxième, c'est maintenant de déployer un conteneur dans le cluster en question. Donc, les termes GKE, c'est genre un peu la solution Kubernetes sur Google Cloud. Donc G là, ça veut dire Google, les K, ça veut dire Kubernetes, et les E, ça veut dire Engine, donc les Kubernetes Engine. Donc tous les fournisseurs majeurs cloud de nos jours offrent la solution Kubernetes. D'ailleurs, Kubernetes est à la base de cloud d'ailleurs, donc il faut le dire comme ça. Sur Amazon, c'est le service Kubernetes sur Amazon, c'est EKS. Ok, EKS. Voilà, c'est EKS, is an acronym for Amazon Elastic Kubernetes Service. Voilà. Donc, même offering, déjà même service, tout comme GKE. Et sur Azure, c'est EKS. Donc les A là c'est Azure et les KS c'est Kubernetes Service. Voilà. Donc voilà, mais Google déjà étant le premier initiateur ou développeur des Kubernetes, donc pour des travaux de Kubernetes, je pourrais dire les meilleurs fournisseurs c'est Google, ou au moins le fournisseur comment dire, plus connu ou je ne sais pas, plus populaire si vous voulez, c'est
Voilà, mais de toutes les façons, c'est une plateforme open source, donc tout le monde offre les services Kubernetes en question. Ok. Anyway, donc si nous finissons ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Donc la deuxième étape, c'est on va déployer un node, un container qui contient ou bref un container Nginx. Donc Nginx c'est un web server un peu comme Apache. Voilà. Donc on va juste déployer un web server Nginx à travers Kubernetes. Donc c'est la commande kubectl. Donc le kubectl aussi c'est un peu la commande qui est utilisée pour interagir avec Kubernetes. Donc un peu comme Docker. Ok. Voilà. Donc, les kubectl, c'est genre, les ctl, c'est contrôle. Donc, kube, c'est kube. Bref, c'est la commande pour interagir avec Kubernetes. Donc, il y a des fois, vous allez voir pour les gens qui sont, je sais pas, seniors ou bien qui aiment utiliser les jargons, au lieu de dire Kubernetes, ils vont juste dire K8s, ok? Donc, les K8s, là, c'est déjà une simplification de Kubernetes. Quand tu prends le mot Kubernetes, c'est-à-dire si tu comptes à partir de K jusqu'à S, il y a 8 lettres entre eux. Donc, on a juste simplifié en faisant les K et S. Il y a K3S aussi, je pense. Donc, c'est une version miniaturisée ou lightweight de Kubernetes. Donc, ces K et S là, c'est juste je crois, une forme de contractée ou d'abréviation de Kubernetes. Par exemple, le mot international, je pense, on écrit avec internationalisation ou quelque chose comme ça. On écrit aussi comme ça avec I18N. Donc, on compte genre les nombres des lettres entre les mots. Mais bref, c'est juste pour référence. Ok, toujours notre classeur est en création. Comme j'ai dit, ça prend relativement un peu de temps parce que c'est une ressource colossale. Ok, donc si nous finissons avec le déploiement de notre web server Nginx, on va juste vérifier avec la commande getPod. Donc, le kubectl, le getPod va nous permettre de savoir combien de pods sont dans notre cluster. Comme j'ai dit, les pods, c'est l'élément unitaire de Kubernetes. Donc, c'est dans ces pods-là que sont logés les containers. OK? Et ces pods-là aussi, à leur tour, sont logés dans des nodes, dans les unités aussi qu'on appelle nodes. Donc, les nodes, c'est un peu les machines, la représentation physique des machines dans Kubernetes. Donc, après, avec la commande expose, donc cette commande expose va nous permettre de rendre notre container ou l'application qu'on a déployée dans notre container accessible au trafic externe ou au trafic, je sais pas, d'un autre réseau spécifique. Donc ici, on va faire kubectl expose deployment nginx port 80 type load balancer. Donc on va juste déployer un load balancer dans notre cluster qui va prendre tous les trafics du monde externe ou de l'internet, ensuite les distribuer à travers nos ressources qui sont dans nos clusters, c'est-à-dire à travers nos différents containers. Donc ensuite cette partie on va juste utiliser pour très bien. Donc le cluster est a été provisionné, donc on peut juste retourner ici, rafraîchir, on doit voir notre cluster. Donc, vous avez vu que la page a été mise à jour et notre cluster est là ici. OK, web front-end. Puis juste cliquer là-dessus. Voilà, donc il y a les détails sont là ici. Mais bref, on va interagir ici avec la ligne de commande. Donc,
Donc, juste pour se rassurer, on a dit de tester la version de notre Kubernetes. Mais bon, ça, c'est pas très important. kubectl, ça nous donne juste la version que nous sommes en train de rouler. Ensuite, ça c'est fini. On dit d'aller dans Compute Engine pour vérifier que le cluster a été créé. Parce que comme je l'ai dit, Kubernetes, ces clusters sont provisionnés à travers des machines physiques, c'est-à-dire des machines virtuelles de Google Compute Engine. Donc, le Compute Engine, comme on a déjà vu précédemment, c'est le service qui permet de provisionner les ressources de calcul pour les machines virtuelles. Donc, vous avez vu, on a ici deux machines virtuelles, comme on a créé des nodes, si vous vous rappelez. Donc, on avait créé, on a notre cluster à des nodes. On a spécifié ici les D. Donc, vous pouvez voir les D VM ici. Okay. Donc, ça aussi, la façon dont c'est créé, c'est que ces D VM aussi sont dans un groupe de machines virtuelles. On appelle Resource Group ou VM Group. Manage Resource Group. Voilà, donc là-bas, si on a besoin, disons, de 10 nodes, il peut nous délivrer ça facilement. Si on a besoin de 10 nodes, il peut nous délivrer ça aussi facilement, sans complication. Voilà, donc, let me try to the resource group. Ça doit être accessible quelque part. Voilà, mais bon, ça, c'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, donc on va juste s'en passer de ça pour le moment. Donc après, on a fini avec notre cluster. On va juste faire un déploiement, ok? On peut vérifier aussi dans notre cluster, comme les cas de Docker, on faisait Docker PS, on n'a pas de Docker ici, donc il n'y aura rien ici, on n'a pas de conteneur à travers Docker. La même chose, on peut aussi avec Kubernetes, on fait kubectl, get pod, ok? D'abord, on dit get pod. Comme vous avez compris, j'ai dit les pods, ce sont genre les éléments unitaires de Kubernetes. Avec get pod, on n'aura rien. No resource found in default namespace, ok? Parce qu'on n'a pas à déployer des containers d'abord. On a juste créé les clusters, mais il n'y a rien là-bas. Donc, ce qu'on va faire, on va créer notre premier container ici. Donc, à travers cette commande, on a dit ça. Ok, kubectl create deploy nginx. Donc on spécifie l'image qu'on va utiliser, c'est nginx. Ok, les noms aussi, après les deploy, l'élément qui a deploy, c'est une commande, ok. Nginx, c'est le nom de notre container, d'accord. Donc maintenant je suis en train de spécifier l'image. Donc, on va juste prendre un container avec une image de Nginx. Donc, on est en train de spécifier la version comme ça, 1.17.10. Et on fait entrer. Donc, il va juste créer ça rapidement. Très facile d'ailleurs. En quelques secondes, c'est fini ou en quelques millisecondes. Donc, pour vérifier maintenant les statuts, on peut juste faire kubectl get pods. Ok. Vous allez voir que contrairement à avant, nous allons voir un autre conteneur ici. Donc, directement, c'est accessible. En fait, ça a été très rapide. Vous voyez, le statut est déjà en mode running. Mais c'est pas accessible par Internet d'abord, ok, ou de façon publique. Donc, c'est cette partie-là qui va nous permettre de les rendre accessibles à Internet. Donc, avec kubectl, expose deployment, nginx, blablabla. Donc, on va ouvrir l'accès à travers le port 80 et sur un load balancer. OK. Donc, maintenant, si on fait encore get pod, vous allez voir qu'on aura, on doit logiquement, plutôt get service, not get pod cette fois-ci. Voilà. Donc, on va voir l'adresse IP de notre web server Nginx. Get service, ou bien on peut juste faire get SVC. Hein.
Voilà, ça marche, bien sûr. Donc, cette fois-ci, le cluster IP, c'est ça. Mais l'adresse IP externe, ça, c'est en mode de création, pending. Donc, si on refait maintenant, on doit l'avoir. Donc, vous avez vu, notre serveur est ouvert sur les ports 80. Donc, on peut l'accéder à travers TCP. Donc, le premier là, vous devez vous demander, bon, le premier là, ça c'est le default. Hein. Donc, comme vous savez, les defaults, bref, lui d'ailleurs, je pense que c'est les contrôles planes. C'est le contrôle plane qui est là-bas comme ça. Donc, lui, tout son travail, c'est de superviser tous les restes des services que nous aurons là-bas. Ici. Donc, l'adresse IP est publiquement disponible maintenant, donc on peut juste prendre ça. Et on va juste l'ouvrir ici. Vous allez voir, logiquement, on va voir notre web server Nginx ici. Continue de toutes les façons. Voilà, donc notre serveur est déployé comme ça, Nginx. Bref, c'est un test, on n'a mis aucune logique. J'ai aucun code ou rien que ce soit. Bref, le serveur est là, donc si on veut faire d'autres workloads là-dessus, on peut faire ça facilement. Ok. Donc, ça, c'est fini. Maintenant, avec notre web server, disons notre web server, l'exemple si c'était par exemple notre application de vente en ligne et que la fête de Noël ou bien la fête de Tabaski ou bien, je sais pas, pour n'importe quelle raison, le trafic commence à skyrocketer, aller sur la lune. Donc, on peut à travers juste cette simple commande kubectl scale deployment. Donc, à travers ça seulement, on peut scaler notre service. Donc, kubectl scale deployment Nginx. Donc, les tags réplica va nous permettre, c'est juste un paramètre qui va nous permettre de définir, ok, avant on avait des machines, ok. Pour vous le prouver, je vais faire kubectl get pod, ok. Donc, on a seulement un seul node ici qui est accessible, ok, avec des machines. Let me check if we can do kubectl get node. I don't think if that's possible. Yes, donc avec le get node, vous avez vu qu'on a des machines virtuelles ici. Du même nom, GKE Web Frontend, si vous vous rappelez, on avait configuré avec le Web Frontend. Donc avec la nouvelle commande là, ça va nous permettre de scaler notre ressource à 3 machines virtuelles, à 3 nodes de façon simple. En Kubernetes, on les appelle nodes. Donc, vous allez voir qu'au lieu de nous aurons 3 maintenant. Donc, ça va nous permettre de balancer le trafic. Vu qu'on a déjà un load balancer intégré, on venait de déployer un load balancer ici, comme ça. Donc, si le trafic est croissant, par exemple, avec des serveurs, on a trop de trafic, donc on peut juste scaler à 3 serveurs. Donc, le trafic doit s'ajuster. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire ici. Vous avez vu très facilement, c'est fait. Let me try to make this bigger. Donc, quand on fait get node again, vous allez voir, logiquement, on doit avoir 3 nodes. Ok, let me try it with kubectl replicant get node. Voilà. Donc, vous avez vu, on a plutôt, je me suis trompé. Donc, le nombre de nodes, comme j'avais dit, les nodes, c'est les machines physiques, ok? Si vous vous rappelez de cette partie, les nodes là, ce sont les machines physiques. Donc, exactement comme dans cet exemple, on a des nodes qui sont déployés, des machines physiques. Mais à l'intérieur de ces machines physiques, on a les pods, ok? Donc, les pods là, c'est eux qui contiennent
nos conteneurs. Donc, précédemment, on avait fait avec des pods. Plutôt, dans nos nodes, il y avait seulement un seul pod. OK? C'est pourquoi si on revient ici, laissez-moi remonter un peu, vous allez voir seulement ça. Avec le premier get pod, on a une seule ligne. Vous allez voir un seul pod ici. OK? Mais avec maintenant les get pod récents, on a trois pods ici. OK? C'est ce qu'on vient de faire. On a répliqué le nombre de pods à 3. Donc, c'était une sorte de scaler nos ressources. OK. Ensuite, donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on peut faire get service pour encore tester. kubectl get service. Get services. Voilà, donc logiquement, rien ne doit changer à notre web server. Notre web server ne sera pas impacté. Donc, facilement, on a réussi à étendre la capacité de nos ressources sans pourtant modifier aucune information préliminaire, c'est-à-dire l'adresse IP ou le nom du serveur. Donc, c'est comme ça, Kubernetes peut facilement répondre aux besoins croissants de nos utilisateurs sans pourtant impacter leur expérience de nos services. OK, je pense que ça c'est fini. Voilà, donc à la base, c'était juste ça. On a créé notre cluster ensuite avec des nodes et un pod dans le node en question. Donc après, on a déployé le web server, on a testé et ensuite on a scalé notre ressource à 3 pods. Donc, précédemment, c'était un seul pod, maintenant, c'est 3 pods. Donc, tout ça, je crois qu'on peut vérifier ici. Je me check. So, maybe here, I'm not sure how we will check them exactly, but anyway. OK. Donc, notre web server est toujours accessible ici. Voilà, donc c'était ça. Congratulations. C'était ça basiquement. Dans l'objectif, on a réussi à configurer un cluster Kubernetes. Ensuite, on a peuplé avec quelques pods et on a ouvert notre service à l'Internet, c'est-à-dire aux utilisateurs. Jouer de notre application et on a aussi réussi à étendre les capacités de nos ressources. Donc, c'était ça, c'est lab, c'était vraiment débutant. Voilà, donc on peut faire un lab ici s'il y a des questions. Sinon, on va shifter au deuxième lab qui est beaucoup plus, un peu plus compliqué que ce premier. Close. Anyone else in the meeting again? Not sure. Ah, OK. D'accord. Ismaël, Aïssata, est-ce que vous avez des questions sur sur ces labs? Sinon, on va directement passer au deuxième lab. Donc, pour bien profiter de ça, c'est les questions qui vont vous permettre de faire ça. Mais bon, de toutes les façons, si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Et si vous les avez dans le futur, vous pouvez les poser dans les groupes communautés. Ensuite, on va les répondre là-bas. Et pour tous ces labs-là, par exemple, j'ai parlé de beaucoup de jargon, j'ai parlé des Kubernetes, j'ai parlé des clusters, j'ai parlé des control planes, j'ai parlé des nodes, de pods, j'ai parlé des worker nodes, tous ces trucs bizarres là. Voilà, mais les cours sont là-bas, donc tous ces petits termes sont bien expliqués dans les différents cours. Donc, explorez ces cours-là et essayez de mieux comprendre. Les cours, c'est pas des cours de n'importe qui, c'est pas les cours de vos professeurs, c'est pas non plus mes cours. OK, c'est des cours faits par des ingénieurs de Google
donc ils sont les numéros un dans le monde dans ce domaine. Donc, vous êtes en train de prendre l'information à la source, quoi. Donc, il faut y profiter. OK, ici dans ce lab, ça va être notre deuxième lab. Donc, l'objectif dans ce lab, c'est qu'on va faire genre un travail un peu end-to-end. Donc, on va commencer à créer une application. OK, donc si nous créons l'application, on va les dockeriser ou les containeriser. Ensuite, une fois on le containerise, on va le déployer. Ensuite, on va le publier sur les containers Google Container Registry ici, comme vous avez vu cette partie. Et après, on va maintenant les déployer sur les Kubernetes clusters ici. OK, voilà. Donc, ça, c'est un peu de l'architecture. Donc, ce travail, c'est end-to-end. J'ai un peu, vous codez toute votre application, vous les dockerisez. Ensuite, containeriser plutôt. Bon, c'est la même chose, mais je préfère le mot containeriser. Et vous les déployez sur les répertoires des containers. Bref, il s'agit de l'image. Donc, à partir de la base, tout le monde peut accéder, un peu comme votre code sur GitHub. Et après, on va maintenant les déployer dans notre Kubernetes cluster pour les scaler déjà, pour l'étendre à N copie ou N réplica afin de pouvoir servir nos clients sans beaucoup de complexité. Donc, ces termes-là, ou tous ces éléments bizarres-là, ça rentre dans le compte du system design. Donc, si vous avez vu les cours ici, on a dit que dans ces cours, on va apprendre de l'infrastructure cloud, du big data, on n'est pas encore arrivé là-bas, de l'IA, on n'est pas encore arrivé là-bas, mais création d'applications sur les clouds, on a un peu touché à ça, et le system design. Donc, ce concept-là est très, très, très important. D'ailleurs, je dirais que ça, c'est l'autre avantage d'aller à l'université, apprendre l'informatique, je veux dire, genre vraie informatique, parce que vous allez apprendre les structures des données, l'architecture des systèmes, les réseaux, comment configurer telle ou telle solution ou comment répondre avec, bref, des algorithmes et beaucoup de choses. Donc, cet aspect-là est très important, mais c'est quand même beaucoup familier avec les genre développeurs réels ou chevronnés, ou s'il faut le dire comme ça. Et si vous êtes en train de chercher un boulot dans une entreprise sérieuse qui fait développement logiciel ou des solutions logicielles, donc toujours ces notions-là sont importantes, surtout pour les interviews. Donc par exemple, comment construire, comment coder une application de zéro à, je sais pas, de A à Z, ensuite containeriser, ensuite les déployer, les rendre accessibles à Internet, ensuite sur la base des demandes croissantes des utilisateurs, les déployer sur Kubernetes et les rendre accessibles. Donc, si on vous pose des questions comme ça dans les interviews, donc c'est à travers des occasions comme ça que vous allez comprendre. Et pourquoi nous faisons tout ça aussi, par exemple, comme je l'ai dit, si tu prends une application comme WhatsApp, par exemple, combien de millions d'utilisateurs, pas moins de 3 milliards d'utilisateurs actifs. Donc, peut-être pour nous utilisateurs, ça ne veut rien dire. WhatsApp marche tous les jours, mais pour l'équipe de Meta, ça les prend genre un sacré nombre de travail. Donc, ils ont des ressources ultra puissantes sur place qui répondent à la demande des utilisateurs. On ne se demande jamais quand tu cliques sur envoyer un message ou publier mon statut, le temps que ça prend pour que ça apparaît à l'autre bout de ton ami ou je sais pas, de n'importe qui de ton réseau. On se demande jamais ça, mais voilà, leur travail, c'est de se rassurer que tout ça est en train de faire avec précision. Donc, ce sont ces aspects-là que nous sommes en train de voir ici. Donc, pourquoi Kubernetes est important? Par exemple, une application a des milliards d'utilisateurs. Donc, si vous n'avez pas une copie de cette application et vous n'êtes pas en train de les rouler de façon automatisée et de façon hyper disponible, tous les jours, vous aurez des centaines de millions de clients qui vont se plaindre que les services ne marchent pas, ou bien même tous vos serveurs vont crasher parce que, disons, un serveur est désactivé ou est down de façon inhabituelle et la charge seront automatiquement redirigée sur les serveurs existants. Donc, si ces serveurs-là ne sont pas en mesure de maintenir la charge, vous allez voir un terme qu'on appelle cascading failure. Vous allez voir un échec en cascade. Donc, le serveur numéro 1 est down, il va renvoyer
rerouter tous ces trafics au serveur numéro 2 qui contient déjà des trafics existants. Disons, les serveurs il est occupé ou chargé de jusqu'à 80 ou 75%. Donc, si vous les renvoyez 60% encore, il serait overloadé. Automatiquement, lui aussi, il serait down. Donc, le load balancer va faire le même travail. Il va rerouter encore les trafics sur les autres serveurs existants. Donc, vous allez voir une série d'échecs qui vont se suivre. Donc, c'est un peu comme la fin du monde. Tout le monde va dire que WhatsApp ne marche plus, quoi. Enfin, voilà, mais à travers des outils comme Kubernetes, donc dès que le serveur numéro 1 est down, automatiquement Kubernetes va redéployer un autre serveur pour les remplacer et le trafic serait balancé sans aucun problème. Donc, ce sont ces notions-là qu'on appelle système design et comment on peut réaliser ça pour maintenir l'efficacité de notre application et tout. Donc, mais bon, ça se fait généralement à grande échelle, pas dans des petites boîtes ou dans des petits projets. Je n'ai pas encore ouvert les labs. Ok, donc notre objectif, comme je l'ai dit, on va créer notre application. Le code, il est déjà là, pas trop compliqué, c'est juste un truc Hello World, ok. Mais la logique, vous pouvez redéfinir comme vous voulez après. Par exemple, dans Syllab, voilà, ça c'est notre code ici, server.js. Ensuite, on va les tester. Et si c'est testé, après, on va containeriser l'appli. Après la containerisation, on va retester aussi. On va publier notre container. OK, ça, on a déjà vu. Après, on va maintenant déployer ces containers-là sur notre Kubernetes cluster pour répondre ou pour les scaler. Donc, c'est un peu ça le travail que nous allons faire maintenant. Toujours, si vous avez des questions n'importe quand, il faut juste les poser. Donc, ces labs-là, ça coûte des crédits, hein, comme j'ai dit. Nous sommes en train d'utiliser des ressources réelles. Donc, ces labs, ils prennent 5 crédits. Les niveaux intermédiaires, ça va nous prendre à peu près 1 h 30 comme temps limite. Mais bon, je pense qu'on va le terminer dans 45 minutes ou quelque chose comme ça. Euh, ok, connecté. Bienvenue dans votre nouveau compte. Ok. C'est bon. Alright. Ok. Donc, task numéro 1. Avant d'arriver là-bas, on va juste authentifier, initialiser l'environnement et apprêter les ressources pour les charges à venir. On fait gcloud auto-list. Auto-list, ça va juste. On est juste en train de initialiser l'environnement comme ça. Ok. Ça va juste nous permettre de se rassurer que nous sommes dans des bons projets. Gcloud config list project, ok. Ça va nous lister notre projet, donc on peut vérifier, on connaît ça déjà. Les tests, on ne se soucie pas beaucoup, mais ces ressources-là coûtent des milliers ou des millions, sinon des milliards. Donc, ce ne sont pas des travaux qui se font par hasard. Donc, chaque fois, si on veut déployer des ressources, on vérifie d'abord l'environnement. OK. Donc, rapidement, on fait v server.js. Je vais mettre mon code là-bas. OK. Start editor with. OK. Vim. Ensuite, je prends ça. Donc, la logique du code, c'est juste un hello world. OK. OK, hello world. On peut faire juste. OK, c'est pas grave. J'aurai l'occasion de l'échanger quand je voudrai. Voilà. Tu peux juste faire cat server.js. Donc, le code, il est déjà dans le fichier. Donc, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on va juste exécuter le code, hein, notre server.js, OK? Donc, logiquement, il doit
être disponible à travers les ports 80-80, c'est ce que j'ai défini dans mon code, comme on peut le voir quelque part ici. OK. Donc on fait Open. Hello World ici, OK. Donc pour vérifier que c'est vraiment ça mon code, on peut retester. On peut juste changer ça ici. On peut faire bonjour le monde ou bonjour au Mali. Moi, je suis universaliste, je vais prendre le monde, quoi. Excuse me. Donc, on fait Cloud Server JS. Juste rafraîchir. Donc, bonjour le monde, OK? Donc, parfait. OK. C'est ce qu'on est censé obtenir. Donc, maintenant, on va mettre... C'est notre code comme ça, d'accord? Très simple, OK? Donc, en tant que développeur, vous savez comment modifier ces codes-là pour obtenir n'importe quoi que vous voulez dans ce monde, OK? Je ne suis pas développeur, je suis un gars de système, donc je ne me soucie pas trop de ça. OK, donc on va maintenant dockeriser ou containeriser notre application qu'on vient juste de créer. Donc, on va créer un Dockerfile, OK? Donc, c'est dans ce Dockerfile-là, comme j'ai dit, ce Dockerfile, c'est un peu comme genre les cahiers des charges ou les cahiers qui contiennent l'architecture de notre produit ou de notre application. Donc, c'est là-bas où on dit qui est qui fait quoi et comment il fait. OK? Donc, bref, ici, on est en train de créer un container avec Node, OK, avec Node préinstallé. Et les containers, ils doivent être accessibles à travers le port 80-80. Et les codes dans notre environnement, on va copier ces codes-là. La logique de notre application, c'est ce qu'elle a ici. On va juste les copier dans les containers. Et dès que notre container va se démarrer, il va se démarrer avec cette commande Node Server. Donc, automatiquement, dès que le container se démarre, notre application serait disponible, accessible. OK? Donc, c'est ce que ce Dockerfile veut dire. Comme j'ai dit, qui est qui fait quoi et comment il fait. Voilà. Vous pouvez vérifier aussi ça. 4 Dockerfile pour se rassurer. OK, vous avez vu, c'est la même logique là. OK, parfait. Donc, maintenant Docker. OK, on va faire un build. Docker build T. OK, donc notre genre, si tu fais l'architecture de ton nouveau téléphone que tu veux créer ou bien, je sais pas, de ton nouveau n'importe quoi. Donc, après l'architecture ou le blueprint ne va pas se réaliser lui-même. OK, j'ai un peu comme les PowerPoint, par exemple, on a ici, il y a un entrepreneur qui ont des PPT bien chargés. On dit qu'on a des projets, mais le gouvernement n'a pas financé ou on n'a pas de financement. Donc, le PPT ne suffit pas, il faut aller les développer. Donc, c'est un peu ce qu'on fait ici. Donc, notre Dockerfile est déjà prêt. On va maintenant le construire à travers le Docker Run DP. Donc, on est en train de pas, comment dire, un peu comme un sorcier qui a les mots magiques. Hein. Nous sommes plus sorciers que les sorciers du Mali. Est-ce que sorcier. On n'a pas entendu, il faut le redire encore. On n'a pas entendu. Je disais que les sorciers du Mali ne sont pas des sorciers. Mais bien sûr, est-ce qu'il y a un sorcier malien, genre, vous connaissez un marabout qui peut créer un serveur étant au Mali depuis les États-Unis et déployer un code sur ce serveur et que ces codes peuvent déclencher une action, par exemple en Europe ou bien en Chine. Le serveur étant aux États-Unis, lui-même étant au Mali, l'action se passe en Europe. Si vous connaissez ces marabouts-là, il faut m'amener. Je pense que les marabouts qu'on connaît, ils sont juste là de toutes les façons, il ne faut pas abuser, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? OK.
The reason why is denied, unable to find the image locally. Ok, c'est pas grave. Donc, Docker run DP, Docker run P, ouais, c'est bon. Ok, on va maintenant tester notre application à travers les curl HTTP. Bon, c'est localhost 80. C'est le localhost là, c'est bon, ok. Erika curl failed to connect to the localhost port after 0 couldn't reach the server. Okay, let me try this again. Docker on DP 80 hello node v1. Okay, unable to find ln. Est-ce que le Dockerfile il est là? Bien sûr. Ok. Est-ce qu'il n'a pas pris l'exécuteur? Mais c'est quoi? Ah, spécifier Docker on help. Okay, let me try with this one. Same issue. Maybe peut-être l'erreur se trouve dans mon Dockerfile. From Node v6, expose server. Tout va bien pourtant. Ok, save le Dockerfile. Docker build. Ah, je n'ai pas fait les builds, je suis en train de faire les RAM. C'est ça le problème. Ok, Docker build. Node v1. Ok, d'accord. Hero Docker build. What? Yes, environnement. Voilà. Maintenant, ça va. On est en train de faire les builds. Après les builds, on va faire les RAM. SHA-256. Ok, ça va. Donc, quand je fais les Docker run, node v1. Hello node v1. Donc maintenant c'est bon. Je pense que maintenant les cœurs là doivent marcher. Where is it? Bonjour les mondes. Ok. C'est là. Je sais pas si vous avez remarqué quelque part le bonjour les mondes est écrit. Let me try. Again here. Voilà, ben, c'est fait de façon un peu bizarre, mais voilà, le message il est affiché ici, ok? Donc, that was the code. Ok, donc notre application est déjà containerisée comme ça en quelques commandes magiques. Ok, donc maintenant on va suivre la suite. Donc les hello world, moi j'ai plutôt pris bonjour le monde. Ok, donc quelques vérifications. Docker PS, donc notre container est là ici. Ok. Donc on va l'arrêter pour le moment. Docker stop. À travers le Docker stop et on cherche l'ID de notre container. Ok. Voilà. Donc vous allez voir si on fait Docker PS encore. On va pas probablement les voir. Pourquoi ça peut trop de temps pour l'arrêter? Alors vous avez vu, maintenant il n'y a plus rien parce qu'on l'a arrêté. Docker PS, il n'y a plus rien. Ok. Parce qu'on l'a arrêté. Voilà. Parfait.
Maintenant, on va essayer de les déployer sur les registries. Artifact Registry, comme je l'ai dit, c'est un peu comme les Docker Hub de Google. Ok. Donc, à partir de là-bas, donc notre conteneur il est juste sur notre machine, mais si on le met sur les registries, donc c'est pourquoi on dit que les conteneurs sont portables. Maintenant, tout le monde, à partir de n'importe où, peut l'accéder et on peut l'accéder dans n'importe quel environnement aussi. Ok. Donc, avec cette commande, on va juste faire ça. Donc, les gcloud artifact repository. Donc, les gcloud, comme vous savez, c'est les commandes pour interagir avec les services Google Cloud. Donc, les services ici, c'est ce qu'on vient d'interpeller. Et la commande, c'est le create. Donc, on va créer un répertoire. Ça, c'est le nom du répertoire ici, Docker, my Docker repo. Ensuite, le format du répertoire, les répertoires en question utilisent Docker pour la containerisation. La région, c'est US East One. Et le projet, c'est le code de notre projet ici. Voilà. Ça, c'est la commande. I'm trying to make this bigger. Okay, so working on. Voilà, ça c'est fait. Donc, ce qui est truc préliminaire, on va autoriser gcloud auto configure Docker. Donc, on va autoriser la configuration à travers Docker, configure Docker. Ok, qu'est-ce qu'il a dit? Blablabla. Est-ce qu'il y avait une erreur encore? Warning. Ok, anyway. Maintenant, to tag the image within the repository name, run this command replacing the project ID with your project ID. Ok. Donc, je vais voir est-ce que c'est ça mon project ID. Where is my project ID? Ok, c'est mon project ID, bien sûr. Donc, cette deuxième commande, on va taguer notre conteneur avec les mots Hello World, ok? Hello Node, disons. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas, on pourrait accéder avec, en faisant seulement Docker Run ou Docker Build Hello Node V1 à travers n'importe quel autre environnement. Donc, ici, on va maintenant les déployer dans le répertoire. Docker Push to East One, ok? Voilà. Là, il est au décollage pour la nouvelle planète. Ok, on dit ici on est curieux, on peut aller dans Artifact Registry et vérifier si notre conteneur est là-bas. Bref, dans les répertoires pour vérifier notre conteneur, l'image de notre conteneur plutôt. Ok. All product. Okay, let me just say registry. Okay, artifact registry ici. Navigating away will reset the view. Got it. Ok. Voilà, donc si vous vous rappelez, my Docker repo, c'est ce qu'on a. C'est comme ça on a configuré notre répertoire, ok? Et notre conteneur se trouve là-bas. En cliquant là-dessus, on doit le voir. Ok? Hello Node, ok? Donc ça veut dire qu'on peut accéder à notre conteneur, l'image de notre conteneur facilement, voilà, en faisant que Docker build Hello Node. Voilà. Donc c'était ça le petit travail à faire ici, ok? Donc au cas où on veut le tester, laisse-moi tester ici. Hein. Donc, c'est même pas la peine de tester parce que de toute façon, Docker run Hello Node V1. Si vous voulez V2, hein. On va to find locally. On n'a pas fait le build. Cette fois-ci, ça doit marcher.
Ok, fait build. Build. Same issue. Voilà. Finish automatically. Docker run. Hello node. V2. Voilà. Donc, au cas où vous ne vous rappelez pas, l'autre conteneur, on l'avait déjà arrêté, donc il n'y avait pas de conteneur existant. Donc cette fois-ci, on vient de publier notre conteneur au répertoire et maintenant, j'ai créé une deuxième version avec les V2. Donc on va vérifier ces V2 là aussi après cette commande. Ok, il est en mode fonctionnement. Par exemple, si vous testez, logiquement, lui là, il doit plus être accessible. Ok, donc vous avez vu, notre backend a fait des trucs bizarres ici, ok? Parce qu'on a changé la logique. What is happening here? Taking too much time to create. Ok, anyway, donc troisième étape, maintenant on va, ça c'est la partie Kubernetes, ok? Notre application, on l'avait fait genre de façon locale, ensuite on l'a publié juste de façon classique, après on l'a containerisé, on a testé ça, donc c'est la finalité de ça ici. Maintenant on va les déployer sur Kubernetes, donc ça c'est la troisième étape. Why is this taking too much time? Dismiss. Is it committed? Reconnect. So, les deux ne marchent pas en même temps. Ok. It's taking too much time. Anyway, maybe je vais aborter. I wanted to make this happen. Okay, okay, go three. Yes, this is what I want. So, try this way now. Pourquoi cette fois-ci c'était rapide, mais avant ça a été. Donc, et puis, ok, now I have two applications already. Ok, mais la première là n'est pas déployée. Donc, vous avez vu, maintenant notre bonjour le monde est de nouveau accessible. Bon, la logique n'est pas compliquée, ça peut paraître très simple, mais ce travail-là qu'on vient de faire est tellement important et tellement compliqué. Par exemple, il y a eu un changement où il y a eu, je sais pas, changement de logique dans l'environnement où le projet a été déporté quelque part, mais avec les comptes. Okay, let me come back again. So try to stop all this Docker stuff. Docker stop. Il n'a pas pris de. Okay.
Voilà, donc j'ai juste arrêté les deux conteneurs. Bref, ok, continuons de suivre notre logique. Créer des clusters, créer des pods et ok, on n'a même pas commencé. Hein. Ok, voilà. Ok, non, gcloud config, gcloud config, set project. Ok, donc où est l'ID du projet? Quelle l'ID? Ok. Ok, ça c'est fait. Donc ici, on est en train de créer notre classeur. Donc avant, on l'avait fait automatiquement, on n'avait pas défini beaucoup de choses. Ici, on est en train de définir après les noms, ça c'est les noms. Ok. Nous avons ici maintenant les noms des nodes. On connaît déjà c'est quoi les nodes. Ici, on a spécifié le type de machine. Disons, si vous voulez, comme on a parlé du cas des ChatGPT, par exemple, si vous voulez déployer un cluster qui va servir l'application ChatGPT aux utilisateurs, disons, vous êtes un ingénieur à OpenAI qui fait le déploiement de ces choses-là. On ne peut pas déployer ces ressources sur des machines normaux, genre sur une machine normale avec CPU, ok, on déploie sur des machines avec GPU, des machines ultra performantes, ok. Donc, dans les scénarios de déploiement de ce genre de services, avec l'option ou le paramètre machine type, donc on peut définir quel type de machine on veut utiliser dans notre cluster. Donc ça va prendre en compte ces détails et ça va répondre à notre besoin comme il le faut. Donc, voilà. Erreur, code d'erreur, qu'est-ce qui s'est passé? Not support, error warning, blah blah blah. What went wrong? Maybe my project ID. Okay, let me try this again. gcloud container cluster. gcloud container cluster. Node number 2. Here's this one. This one, see? And okay, now it's going through. Voilà, donc si vous vous rappelez, la création du cluster, ça prend relativement un peu de temps. Donc on va attendre ça. You can ignore warning. The console output should be like. Donc si tout se passe bien, on aura une sortie similaire à ce screenshot. Donc après la création, on peut aller dans les Kubernetes Engine et regarder, vérifier si notre cluster a été créé avec succès. Deep design. Why you need to check it. Donc ici, ça doit plus marcher. Il n'est pas en service. Why? It's like the working in project, blah blah blah. Okay. Show feedback. Tout ça. Voilà, donc mon classeur est en préparation. Hein. Donc, vous voyez, son statut est en pending. Le nombre de nodes 1 est déjà créé. J'ai besoin de 2 nodes. Ok, sur CPU, c'est comme les machines virtuelles, hein, si vous vous rappelez. Voilà, Toro Memory. Donc, le nombre de CPU, c'est 2. Le nombre de la RAM, c'est 4 Go. On a fait une machine de type... on a spécifié le type de machine ici. Donc, les E2 Medium, là, sont les specs de cette machine. 4 Go de RAM avec des CPU.
Donc, au cas où on veut être plus spécifique, on peut tout spécifier ça aussi dans la commande, quoi. Pas de nouvelles questions. Ok. Pas de nouvelles questions. Pas de surprise non plus. Donc, après la création du cluster, donc cluster, c'est déjà un peu comme initialiser l'environnement, hein. Donc, on va ensuite créer les pods, ok? Donc, ici, créer les pods, c'est un peu une sorte de genre dockeriser, containeriser de l'application, mais dans le sens du Kubernetes, quoi. Okay, where is the container? It is creating here, ok. Voilà. Donc maintenant vous avez vu, il y a des nodes ont été provisionnés. Ça reste de les ranger rapidement et on va partir. C'est pas fini. US is 1C. C'est déjà. Donc ici, avec les pods, on a fait kubectl create deployment, ok. Donc tout ça sont les commandes. Donc, le nom de notre déploiement, ça va être hello node. Ensuite, on va créer un node et dans ce node là, on va appeler l'image de notre Docker container. Si vous vous rappelez quelque part, on a fait un petit exercice. Ok, je crois que je les ai arrêtés mais pas supprimés. Donc après, je vais juste vous montrer que notre c'est même pas une question d'après pour maintenant. Let me go to artifact registry. Ok, c'est déjà la même. Ok, navigating away with reset your view. Why do you want to reset my view? I don't want that. Anyway, let's go. Je vais juste vérifier l'état de quelque chose. Ok, notre header node est là. Ok. Ça. Purchase version. I just want to show the dependencies of vulnerability. Voilà, c'est ce que je vais montrer. Donc, ça c'est un peu l'image, le lien de l'image de notre container qu'on a déployé. Donc, c'est la même chose qui se trouve ici. Et donc, c'est pas pour rien, on l'avait déployé sur les répertoires. Parce que c'est là-bas, on va l'appeler pour mettre dans notre cluster Kubernetes. Ce qui est très important. Un peu genre, ok, j'ai fini mon code, je le mets sur GitHub. Maintenant, on veut le déployer sur AWS. Si je me connecte dans AWS, ensuite je clone mon répertoire là-bas. Ensuite, je continue mon travail sur mon code, quoi. Donc, c'est la même logique. Ok. Donc, maintenant, on va faire le create pod ici. kubectl create deployment hello node. Donc ça se fait rapidement. Kubernetes est un outil ultra puissant, donc il est très rapide. Hein. Après, on va juste faire kubectl deployment comme Docker PS aussi. Bon, avant de faire ça, d'abord disons fait Docker PS. Hein. Bon, malheureusement, il n'y a pas de conteneur en mode fonctionnement, mais on va pouvoir voir quelque chose. Docker PS et voilà. Il y en a des trucs ici. Ok. Ok, c'est bon, kubectl. Non, Docker images. Voilà, c'est ce que je voudrais faire.
Voilà, donc l'image là, c'est notre image qu'on a déployée hein, sur les répertoires. Donc c'est lui qui nous sert maintenant. Ok. Là, on va tester les déploiements. Quel déploiement? Ok, donc vous voyez, on a un déploiement. Voilà, mais il n'est pas, il est là, l'image est là, mais on l'a pas déjà exécuté. Ok, c'est pourquoi le ready est à 0. Ok, voilà, mais il est là déjà. Donc on va les faire fonctionner plus tard. Ok. View this. For deployment, ensuite get pod. Donc on va faire la même chose, kubectl get pod. Ok. Same thing. Invalid name. Okay, this is an issue. Why is this? Ça c'est un problème. Kubectl ça c'est un problème. Mais bon, we will see. Invalid image name. What happened to my screen? Workload cluster. Okay, let me check the workload. Does not have minimum availability. Why is that? Il y a un petit problème. Fallait to apply image tag US project ID. Couldn't pass the image name. Why? Invalid reference format. Ou bien c'est mon project ID qui a du problème. C'est peut-être ça. Okay. I will retry again. La raison pourquoi ça n'a pas marché parce que c'est normal que ça va pas marcher. Je devais remplacer le project ID. Wow. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va faire kubectl delete classer 1. On fait la même chose. Ce classer là doit non, pas besoin de déliter le classer. Juste remplacer. Okay. I will do that very quickly. But maybe I will change the deployment name. Otherwise, okay, I should delete the deployment. That is what I should do, not the cluster. But okay. Excuse me for this little bit, for this small error. Anyway. Yes, normal. If I did the deployment already exists, I know it. kubectl deletes deployment hello nodes. Okay, you don't want to take it. Yes, deleted. Okay, beautiful. Let's try it again. Deployment created. Great. Okay, now check it again. This one, get deployment ready 0. Okay, why already is still in 0 status? Okay, get pod. Let's try this one. Running. At least the status is running now. Voilà, donc on a fait un peu de gymnastique ici. Vous avez vu avant, les statuts étaient en mode invalide. Maintenant, c'est en mode running. Ok, tout va bien. Ça arrive. Ok. Après, il y a des commandes comment dire, les commandes receipts. Comment dire receipts en français? Non. Reset, voilà, les commandes reset pour manipuler. Pour initialiser. Non, receipts. Les receipts, recipes, plutôt recipes. Les
comment dire en français? Recette, voilà, c'est recette. Déjà, les petits advice, comment faire. Voilà les tips. Par exemple, tu veux faire Rio Gras, comment tu fais? Voilà, maintenant, il y a quelques commandes pour manipuler Kubernetes. Ensuite, on a les kubectl cluster info, ça va nous donner l'information sur notre cluster. Ok, ce sont des trucs quand même techniques, mais bon, de toutes les façons. On peut faire kubectl config view aussi. Config view. Donc, ça va donner un peu genre une sorte de fichier YAML de notre configuration de notre cluster. Donc, ici, on a les détails nécessaires, ok, de notre cluster ici. Anyway, toujours des informations un peu techniques, mais bon, bref. Again, on a d'autres, kubectl get event. What do we have? Donc, le get event, ça va genre nous dire toutes les petites transactions qui sont en train de passer dans notre serveur, quoi. Ok. Donc, ça, c'est le travail du kubectl get event. Donc, il va dire, oh, blablabla. Il y a eu telle requête, il y a eu tel échec, il y a eu tel. Voilà, ok. Ensuite, les logs aussi, un peu comme on avait fait avec Docker. Donc, on fait kubectl logs. Donc, les logs, on va amener le nom du pod. Je crois que notre pod, c'est Hello Node. Si j'ai une bonne mémoire. Hello Node, tu dis que c'est pas là-bas. Ok, on fait get pod. Kubectl get pod. Pour prendre le nom de notre pod. Ok. Ah, ok, c'est Hello Node avec des trucs bizarres, quoi. Ok, il a dit qu'il n'y a pas d'événement pour l'instant parce que il n'y a pas, on n'a pas essayé d'accéder. Ok. Anyway, maybe when we do kubectl get services, on doit voir l'adresse IP de notre. Ah, je ne l'ai pas exposé. C'est pourquoi l'adresse IP publique n'est pas disponible. Donc, il y a l'adresse du cluster, mais je ne peux pas accéder à mon serveur pour le moment. Je ne l'ai pas exposé. Peut-être c'est ce qu'on va faire ici. Voilà. Hello external traffic. Donc, comme vous venez de voir, j'ai cherché de me connecter. L'adresse IP n'est même pas là. Vous voyez, les résultats, c'est non ici. Donc, la tâche prochaine maintenant, c'est on va les rendre publics. OK? Donc, à travers cette commande-là, kubectl expose. Donc, ça veut dire, OK, allez dans notre cluster. Les conteneurs qui sont dans les pods là-bas, rendez-les accessibles à travers l'Internet et utilisez un load balancer pour gérer le trafic. Donc, comme ça, si on fait encore le kubectl get services, dans bientôt, celui-là, vous allez voir. Excusez-moi. Le premier get services, là, notre service n'était même pas accessible. Il n'était même pas là, ok? C'était le control plane. C'était le control plane, ok? Maintenant, voici le control plane ici. Ensuite, ça c'est maintenant notre service ici. Donc, on peut revoir si l'adresse IP est disponible. Voilà. Maintenant, l'adresse IP est disponible. On peut maintenant accéder, ok? Faisons client HTTP. Là, port 80. Est-ce que c'est nécessaire? 80. Bonjour les mondes. Vous avez vu ces petits messages ici? Voilà, ça c'est notre application. Petit soit-il, ça marche. Vous voyez, l'ancien IP là ne marche pas. Il ne peut jamais marcher parce que normalement, il n'existe plus. Mais ce nouveau là, je vais prendre cluster IP ici. Service IP plutôt. Node IP. Voilà. Ok. Port 80. Je dois aller chercher sur le port 80. 80 plutôt. Ok. 80.
Voilà. Vous avez vu, j'ai essayé de me connecter avec 80-80 et automatiquement ça marche parce que le défaut là c'est 80. 80 ne va pas marcher. Ok. C'est ça notre objectif. Donc, troisième niveau, on va essayer encore plus tard. On va essayer maintenant de faire le scale-up. Ok. Donc, dans les mots scale là, il y a scale-up, il y a scale-down et il y a scale-out. Ok. Donc, le scale-up là, ça veut dire logiquement, scale-up, ça veut dire euh, plutôt augmenter le volume ou la capacité du serveur, mais ici on est en train de faire un scale-out. Et scaling horizontal, ok. Donc il y a le scaling horizontal, le vertical. Donc le scaling horizontal, c'est que on avait un serveur, maintenant on veut avoir 2, 3 ou 4 serveurs, ok, avec même capacité, même logique, même code. Donc ça c'est le scaling horizontal. Le vertical, c'est qu'on a un serveur qui a, disons, 16 Go de RAM, on veut qu'il soit ultra puissant, donc on veut l'upgrader à 32 Go de RAM ou 64 Go de RAM, ainsi de suite. Donc ça, c'est le scale up, le vertical. Donc l'horizontal, c'est qu'on fait une réplication. Donc Kubernetes, il est très bon dans ça, dans les réplications, et c'est ce qui est beaucoup plus utile dans le business aussi. Donc maintenant, on est en train de répliquer maintenant on est en train de faire 4 réplicas. Okay, 4 nodes. Avant, on avait seulement, je crois, D, si j'ai une bonne mémoire. Maintenant, on a 4. Donc, on peut faire kubectl get deployment. Voilà, comme ça. Donc, vous avez vu, avant, ici, c'était one ready, ok? Maintenant, on a 4 ready. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On fait get pod aussi, kubectl get pod. Donc, vous allez voir qu'on a 4 pods, ils sont tous en mode running. Vous voyez, automatiquement, rien qu'en un seul clic, on vient de déployer, de faire un scaling de notre ressource. Donc, maintenant, disons, si vous avez, à temps normal, vous avez 100 000 clients dans votre service et pour n'importe quelle raison, peut-être un star à faire la publicité de votre application ou bien un événement inattendu et votre application se retrouve avec 1 million d'utilisateurs. Jamais vos ressources ne vont pouvoir les gérer. Donc, rien qu'avec Kubernetes, en un seul clic, les ressources seront assez robustes et résilientes pour répondre au trafic. Vous avez vu, on vient juste de multiplier par 4 ici. OK. Donc, c'était ça la logique nécessaire ici. Donc, vous avez, c'est pas une architecture ici qui contient les détails de ce qu'on vient de faire. Voilà. OK. Donc ça c'est bon. Les rollouts and upgrade to your service. Donc disons que tout ça se passe, votre application est en mode fonctionnement et qu'après, bon, vous êtes normalement, si vous êtes un bon entrepreneur ou un bon développeur, votre application est populaire et vous avez des nouvelles idées pour changer. Donc vous pouvez changer pour tester une nouvelle idée. Ensuite, déployer cette nouvelle idée. Avant de les rendre accessibles à tous les utilisateurs, vous pouvez juste tester votre nouvelle idée. Disons que WhatsApp, par exemple, qu'est-ce qu'il veut faire? Disons qu'il veut ajouter au statut. Avant, les statuts, il n'y avait pas de voix, ok? Donc, disons que maintenant, il veut ajouter les voix au statut. Donc, pour tester, ils vont prendre un groupe d'utilisateurs. L'ancien code va toujours marcher, mais la nouvelle logique du code aussi va changer. Donc, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez facilement, on peut le faire à travers Kubernetes comme ça. Ok? Donc, vous avez vu, je viens de changer la logique ici. Donc, on va faire un nouveau build de cette logique. J'ai une deuxième version de notre application. C'est comme ça on fait le versioning facilement en production. Ok, ce n'est pas en dev, on n'est pas déjà en train de tester seulement. L'idée c'est que l'application est déjà déployée et les gens sont en train d'utiliser. Comment tu peux faire un changement dans ce scénario? Donc ça c'est comment on fait. Donc ça c'est, vous avez vu notre V2 ici. Je
crois qu'il y avait un V2. Let me try with V3. Sinon, ça c'était rapide. Ok. Anyway, j'ai fait 3 versions. Voilà. Donc, retestons encore. Build tactique. Ok. On va pousser ces changements là encore aussi. Voilà. Donc si ça c'est fini, on peut revenir et tester. Ok, tout ça c'est fini. On va faire kubectl edit deployment. kubectl edit deployment hello node. Ok, donc ça va ouvrir le fichier YAML, bref, notre fichier config, l'architecture de notre application. Donc là où il y a app version, on va changer ça de V1 à V2, ok? Vu qu'on est en train de faire une deuxième version, c'est tout ce qui est nécessaire. Je pense qu'après ça, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire. On ne veut pas changer beaucoup de choses. Ok, donc si vous voyez ce fichier-là, c'est vraiment un peu l'élément essentiel, hein, parce que vous avez le nombre de réplicas dans notre tree, dans notre classe RC4. Limite c'est 10, peu importe. Ça, c'est des choses qu'on peut changer. Il y a d'autres détails comme le nom de notre appli ici qui est là. Et quand est-ce qu'il doit faire on va faire l'update là, c'est fait à 25% à de nos clients. Ok, c'est ce qu'on a choisi. Par exemple, on prend toute la base de notre clientèle et on déploie l'update à 25%. Ok, donc on va faire get deployment. Je crois que j'ai fini. Ok. Delete consent. Nobody change the made one. Il n'a pas changé. V2. Donc après, qu'est-ce qu'on a dit? Ok. C'est bon. After making the price assign, then you see the upper. Okay. Why this is not changing? You can go. Me, I'll try to finish this. Copy of your changes has been stored. Okay. Anyway, now let's try to do get deployment. Not V4. Congratulations. Let me try it again. Voilà, c'est presque la fin. Je pense que tous les points c'est bon. Je vais juste faire un dernier test des services déployés pour s'assurer que tout marche bien. Ensuite, on ferme les labs. Ok, kubectl get services. J'ai combien de services? Je ne l'ai pas exposé. Ok.
New pod will be created with the new image and the old pod will be deleted. This is the new output sheet. You may need to rerun the above command to see the following. Okay, yes, I see the following. Now the application logic. Okay, on doit obtenir un Hello Kubernetes. Voilà, mais bon. Les edit deployment semble ne pas marcher. J'ai tout essayé. Vito. Pourquoi il n'arrive pas? Error. Edit cancel. No valid changes were saved. Ah. Why? If you want to show. Ok, bon, c'est pas grave, l'essentiel est déjà fait, donc ça c'est ce qu'on est censé obtenir. Mais juste les changements devraient être reflétés ici, donc on devrait voir Hello, Hello, Hello Kubernetes ici. Je pense que aussi ça dépend du trafic, peut-être, parce qu'il va essayer de router certains trafics avec les Hello World. D'ailleurs, c'est 25%. Donc, I don't know when it's going to change, but it's fine. Voilà, donc on a fait le tour de Kubernetes, on a fait le tour de Docker, donc vous avez certainement compris l'essentiel et c'est ce qu'on était censé faire. Donc, just understand that updating this spec field in the config, you are telling the deployment to update the pod with the new image. Okay. Okay. Oh, max surge. Ah, ok, donc le max surge c'est 1. Non, je ne l'ai pas mis à 1. C'est 25%. Tout ça là c'est 1, 1, 1. Comment fichier let me try to do it again. Maybe it will work. I really want it to work, so to this also to one. V2. No valid change were made again. Please stop me there. Okay. Get services. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Donc cette dernière partie n'est pas très importante. On voulait juste notre code est déployé, on veut juste faire un changement de logique et voir si ça va refléter. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut juste vérifier un tout petit peu, mais voilà, sinon tout le reste va bien. L'élément qu'on devrait obtenir, c'est que au lieu de bonjour le monde ici, un de nos résultats devrait donner Hello Kubernetes parce qu'on a changé la logique de nos codes. Voilà, sinon tout le reste ça va.
Ok, donc c'était ça de base. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on a commencé tard, on a aussi fini tard. Je me demande ce qui est là encore, mais bon, peu importe. Merci de vos présence. S'il y a des questions, sinon, on va clôturer ici. Et on continuera demain. Est-ce qu'il y a des questions? Ça a été quand même un peu trop compliqué, des trucs, des jargons trop bizarres, hein, des concepts peut-être pas trop familiers. Mais bon, l'apprentissage, de fois, c'est comme ça, on découvre de nouvelles choses au premier essai. C'est un défi de comprendre, mais voilà, avec la pratique, vous allez mieux comprendre et vous allez voir les bénéfices. Voilà. Donc, et encore un petit rappel, ici sont des notions très avancées. Par exemple, c'est un peu, j'ai une sorte de, tu es en train de faire la chirurgie d'une application en mode, l'application est déjà déployée, mais tu veux forcément changer un update et tu veux les rendre accessibles, par exemple, à 75% des clients ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas un jet très facile. Voilà. Donc, c'était ça aussi. Il n'y a pas de questions. On va s'arrêter là aujourd'hui et on continue demain. Sinon, s'il y a des questions, ce sera avec plaisir de les prendre. Pas de questions, Ismaël et Aïssata, vous êtes trop courageuse, en tout cas, mais c'est les silences là que je n'aime pas trop. En tout cas, merci de votre présence. Mohamed, est-ce qu'il y a un dernier mot ou quelque chose comme ça? Ça va être toujours la même chose. Si vous participez, essayez de réagir. Voilà. Même si On peut aussi enregistrer. Donc, si tu as un dernier message, si tu as un dernier message, ce sera enregistré aussi. Donc, c'est pas seulement pour les gens qui sont là. Bon, je pense que c'est très important de pouvoir participer à ce genre de TP. Ensuite, si vous participez, il faut vraiment essayer d'interagir, poser des questions. S'il y a des parties dont vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, parce que apprendre aussi, ça veut dire aller sortir dans votre zone de confort. Donc, il ne faut pas rester timide, il faut poser des questions. Donc, on est là pour ça, on est là pour répondre. S'il y a des parties, même si on va faire des allers-retours sur une partie, l'essentiel, c'est que vous comprenez, l'essentiel n'est pas de terminer un lab et puis le terminer. L'objectif principal, c'est que les participants puissent comprendre comment ça marche et puis essayer de faire aussi d'eux-mêmes, même en dehors de notre cadre ici. Donc, quand même, merci beaucoup pour votre participation et on se dit à la prochaine. Ok, Traoré, merci beaucoup pour ces mots d'encouragement et des conseils aussi. Voilà, donc Kubernetes est un outil vraiment, comment dire, très haut niveau. Donc voilà, mais comprendre en tant qu'ingénieur ou en tant que spécialiste dans son domaine est très important. On ne sait jamais, peut-être aussi certains d'entre vous vont être, je sais pas, les créateurs ou l'entrepreneur ou les développeurs de la prochaine application à des millions ou des milliards d'utilisateurs. Ou peut-être vous allez travailler sur des projets gigantesques qui vont nécessiter des ressources faramineuses. Et surtout de nos jours, les systèmes IA qui demandent des ressources de calcul pharaoniques ou astronomiques si vous voulez. Donc, comprendre comment on peut orchestrer, gérer ces ressources gigantesques avec agilité, efficacité et flexibilité est très importante pour à la fois un débutant ou un professionnel chevronné. Donc, c'était ça. Donc, les cours demeurent sur la plateforme. Explorer les cours, poser des questions sur les cours communauté et demain on va continuer ensemble. Let's build on technology. So see you in the cloud.